Je passe la parole à Bernard pour donc ces 5-6 minutes de petits points et avant la table ronde suivante. Merci. Alors, moi j'étais très content de la matinée. Je pense comme vous, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses. Et à la limite, je disais à Grégoire, on s'arrêterait maintenant, on pourrait débattre tout l'après-midi de ce qui s'est dit ce matin. Voilà. Plutôt que de rajouter d'autres thèmes. Mais ce n'est pas prévu comme ça. Alors, je vais vous dire... Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je fais dans la caricature. Donc, bien sûr, j'ai entendu ce matin, avec mes oreilles à moi, ça veut dire mes oreilles, entre autres, de sociologue. Donc, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, déjà, tu nous as abreuvé ce matin de trucs à lire. Ben oui, c'est mon métier. C'est mon métier d'enseignant depuis quelques années, de faire lire, je pense, les jeunes comme les vieux. Il ne faudrait pas que les vieux se sentent dispensés de lire. Donc, je vais vous dire ce que j'ai entendu ce matin. J'ai trouvé les débats passionnants. Et je disais simplement sur la question des maternités. On pourrait faire des colloques entiers sur les pour, les contre, tous les arguments. Et ce matin, alors, la première chose qui m'est venue, effectivement, qu'il faut que vous lisiez absolument, parce qu'on en a eu un bel exemple ce matin, je rappelle que l'éthique, de façon prosaïque, c'est la façon dont les gens vivent ensemble. Comment est-ce qu'une société s'organise pour vivre ensemble ? C'est aussi basique que ça. C'est une définition basique de l'éthique. On a entendu ce matin parler, vous savez, on mélange souvent l'éthique et la morale. Bon, la morale, c'est Kant. La morale, c'est impératif catégorique. Tu ne dois pas ceci, tu ne dois pas cela. L'éthique, c'est beaucoup plus subtil. C'est comment une société, comment un groupe s'organise, que ce groupe soit une institution, soit une famille, soit une grande société, comment ce groupe s'organise pour que ça se passe au mieux pour la majorité ou l'ensemble. On va venir sur la majorité. Il y a une référence qui vient tout de suite et que nous, dans notre labo d'éthique médicale, on oblige les étudiants de M1 à lire aujourd'hui. C'est Max Weber, je suis désolé, c'est encore un sociologue allemand, c'est Le savant et le politique. Le savant et le politique, on a eu ce matin, sur la maternité, on a eu, je crois, plusieurs exemples de ce qu'on appelle l'éthique de conviction. Il y a des gens qui défendent une position parce qu'ils ont une éthique de conviction. Mais ça, c'est le savant, plutôt pour Max Weber. Et puis, tu as le politique, au sens où le disait Grégoire ce matin. Le politique, non pas tel qu'on en a la caricature aujourd'hui, mais la police grecque, la vie dans la cité. Le politique, c'est l'éthique de responsabilité. Et je trouve que vous ne perdrez pas votre temps, si vous ne l'avez déjà fait, je ne me fais pas d'illusions, à lire ou à relire Max Weber, Le savant et le politique. Parce que sur cette question des maternités, on est vraiment sur un débat entre éthique de conviction et j'insiste, et j'ai entendu beaucoup ce matin, moi je suis ingénieur dans une première vie, et je trouve que l'informatique aujourd'hui nous a mis dedans en nous demandant à ce que les choses soient 0 ou 1. La mécanique quantique vous apprend que les choses sont toujours en permanence 0 et 1. Je trouve ça très intéressant, les mécaniciens quantiques appellent ce qu'on appelle des états superposés, ils appellent ça la cohérence. Alors que pour nous, la cohérence, ça serait de choisir entre 0 et 1. Pour un mécanicien quantique, la cohérence, c'est que je suis à la fois dans le niveau 0 et dans le niveau 1. Je suis à la fois pour la fermeture de la maternité, pour telle et telle raison, et pour telle et telle raison, je suis dans le maintien de la maternité. Je défie quiconque de ne pas être dans ce 0 et 1 en même temps. Et si vous voulez la suite, aujourd'hui, les physiciens sont en train d'inventer un ordinateur quantique qui ne demandera pas que la valeur prenne 0 ou 1, mais pourra prendre 0 et 1. Moi, je trouve ça absolument génial. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, le savant et le politique. Le deuxième, effectivement, qu'il faut lire dans le même sens, éthique, une société d'individus, Norbert Elias. J'y ai pensé toute la matinée. Norbert Elias, sociologue allemand, la société des individus. Qu'est-ce que dit Norbert Elias ? Il dit indissociablement, et on l'a aussi sur la maternité ce matin ou sur l'exemple avant, nous sommes indissociablement individus singuliers et individus collectifs. Ça veut dire que comme individu singulier, je peux avoir des préférences pour accoucher au plus près de chez moi, mais comme individu collectif, si je suis soucieux des dépenses publiques et notamment de mon fric, je peux effectivement avoir intérêt à ce qu'on rationalise le système de santé. Et la position, comme dit Elias, notre position d'individu singulier, comme pour la maternité, va se trouver en tension, voire en contradiction avec notre position d'individu collectif. Comme individu singulier, nous avons tous envie de payer le moins d'impôts possible, c'est l'actualité.
comme individu collectif, nous voulons des petites lignes. Il n'y a pas que les petites maternités qu'on ferme, il y a aussi les petites lignes SNCF. Nous voulons des petites lignes SNCF, nous voulons des hôpitaux qui marchent, nous voulons de l'école, et donc nous avons besoin de dépenses publiques. Et c'est l'équation aujourd'hui insoluble de savoir est-ce qu'on peut dépenser, est-ce qu'on peut diminuer les impôts et augmenter en même temps les dépenses publiques. C'était le débat de C'est dans l'air hier soir, si vous avez regardé C'est dans l'air. Donc Norbert Elias, lisez Norbert Elias, c'est un petit bouquin facile à lire, La société des individus. Nous sommes tous dans cette tension entre notre part d'individu collectif et notre part d'individu singulier. Ça, c'est deux choses vachement importantes. La deuxième chose que j'entendais ce matin, notamment toujours sur les maternités, c'est une rationalité froide, la rationalité des chiffres opposée à la passion. À la passion. Hein. Bon, on a parlé de Leblanc ce matin, moi je connais bien dans ma Nièvre natale, ils ont fermé Clamecy, ils ont fermé Caunes, ils ont fermé... Voilà. Et on voit la passion locale, et subitement, effectivement, les élus locaux sont passionnés, parce qu'il faut dire aussi très concrètement, c'est aussi des boulots qui s'en vont, hein, comme quand on ferme les petits hôpitaux, c'est des boulots qui s'en vont. Et donc, je trouve intéressant, et quand je pensais à la rationalité des chiffres ce matin, par exemple, l'obstétricien qui a travaillé sur les crielles de chiffres, moi j'ai toujours en tête quelque chose du directeur général de l'INSEE, qui est un monsieur qui est mort il y a quelque temps, qui s'appelle Alain Desrosières, bouquin emblématique, l'histoire de la raison statistique. La statistique, c'est un mot allemand, c'est la science de l'État. Stat. La statistique, c'est la science de l'État, et la statistique, c'est la manipulation de l'État. Je suis désolé de le dire comme ça. Et Desrosières, il a cette phrase magnifique, directeur général de l'INSEE. Les chiffres se présentent comme indiscutables, ils sont toujours à discuter. Ils sont toujours à discuter. Les chiffres que tu me fous à la tête sur la diminution du risque, sur l'augmentation du risque, tu le mesures comment ? Moi, je suis adepte de Bohr, de Niels Bohr, le physicien danois, qui disait « On ne peut pas séparer une réalité chiffrée de la façon dont on l'a obtenue. » Qui l'a obtenu, par quel questionnaire, par quel dispositif d'observation. Les manipulations statistiques, comme disait Bourdieu, elles sont légion. Donc, quand on vous présente des chiffres qui se présentent comme indiscutables, moi, mon réflexe de sociologue, c'est de dire comment vous avez obtenu ces chiffres. Et pour revenir à la discussion qu'on avait hier soir avec toi, Grégoire, dans cette question des maternités, on voit l'état arrivé d'aujourd'hui. La question intéressante, c'est pourquoi en est-on arrivé là ? On en a eu des exemples ce matin. Comment en est-on arrivé là ? Quelle est l'histoire qui permet de comprendre la montée de l'individualisme ? Effectivement, les désertifications, ce que disait ce matin le géographe, la métropolisation. Et c'est intéressant, même si ça ne permet pas forcément de donner des solutions, je trouve que trop souvent, d'une façon générale, dans l'histoire des structures, on se prive de l'histoire qui nous explique en partie pourquoi on en est arrivé là. Si on fait l'impasse sur l'histoire, à mon avis, on est très mal barré. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Donc, il faut lire l'histoire des grands nombres. Alain Desrosières, vraiment, c'est très intéressant. Elias, bien sûr. Weber. Et puis, je vais revenir à mon passé d'ingénieur. Énoncer une proposition, comme de dire il faut fermer telle structure ou ouvrir telle structure. Énoncer une proposition sans rigoureusement mettre en face des gens tous les avantages et tous les inconvénients, c'est de la manipulation, effectivement. Et si vous voulez avoir une codécision, il faut un effort pédagogique pour que, si je fais ça, voilà les avantages qu'on peut en tirer, mais il n'y a jamais de solution qui soit avantageuse complètement. C'est avantageuse peut-être pour les sous de la sécurité sociale qui sont les nôtres, c'est peut-être avantageux pour tel type de lobby, mais c'est désavantageux. On a beaucoup entendu parler ce matin des populations défavorisées, bien sûr. Donc, est-ce qu'on pourrait demander des gens qui posent ces questions-là, qu'ils aient une rigueur scientifique ? Karl Popper, l'univers irrésolu, Karl Popper, il dit « Une proposition, pour être scientifique, elle doit être réfutable. »
Ça veut dire qu'il faut que vous m'opposiez vos arguments pour que je puisse éventuellement les combattre. Or, la plupart du temps, y compris dans les deux camps, y compris pour les défenseurs de la maternité à outrance que pour les autres, comme par hasard, on passe sous silence un tas de facteurs. Alors les sociologues, c'est des chieurs de ce côté-là, parce qu'un sociologue, il ne fait aucun cadeau là-dessus. Il dit ouais, mais vous n'avez pas mis ça, et puis ce chiffre-là, il est faux, et puis ce chiffre-là, d'où il sort, vous voyez. Et là, si on veut effectivement que des décisions soient prises, premièrement, une décision ne peut jamais satisfaire l'ensemble d'une population. Voilà. Je lis un mémoire actuellement d'une étudiante qui a comparé la politique française vieillesse à celle du Danemark. Sauf que c'est plus facile au Danemark de se mettre d'accord avec 7 millions d'habitants que de se mettre d'accord en France avec 67 millions d'habitants. Ne l'oublions pas. Et le pays, le Danemark, est une vraie social-démocratie où il y a un vrai contre-pouvoir des citoyens, où il y a, jusqu'à preuve du contraire, une certaine codécision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout le débat actuel. C'est tout le débat actuel. Est-ce que les gens, on parlait tout à l'heure de l'autonomie, vous allez en reparler tout à l'heure. Moi, dans mon labo, j'ai fait un séminaire sur l'autonomie. L'autonomie de Kant, qui s'oppose à l'hétéronomie, c'est nous choisissons d'obéir aux lois que nous avons décidées collectivement. Nous décidons d'obéir aux lois que nous avons décidées collectivement. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des individus, c'est l'histoire du 80 à l'heure. La plupart des gens disent « on nous a imposé cette décision alors que nous n'y avons en aucune façon participé. Pourquoi y obéirions-nous » C'est la désobéissance civile. On voit bien, et vous voyez, je trouve que le débat des 80 à l'heure, il est emblématique. Le gouvernement, enfin, est en train de revenir en disant peut-être que déjà, si on redescendait au niveau des départements, si on redescendait au niveau local, les gens sauraient mieux. Moi, dans ma Nièvre natale, je peux vous dire quelles sont les routes qui sont hyper dangereuses. Elles ne le sont même pas à 80, elles le sont à 50 à l'heure, parce qu'on ne peut pas se croiser. Et donc, on est bien sur ces questions de codécision. Vous voyez, tout ce que je vous dis, ce sont des grandes généralités qui traitent finalement d'une société démocratique. Et on peut dire que si on veut qu'il y ait un peu plus d'éthique, il faudrait sans doute qu'il y ait un peu plus de démocratie. Voilà où j'en suis actuellement. Merci Bernard, je pense qu'on peut t'applaudir. Et on verra dans 2 heures où tu en seras. Mais je suis assez conscient que tu auras avancé avec nous. Donc on passe la parole à la première table ronde de cet après-midi. Donc cette table ronde porte sur l'éducation du patient, ou ce qu'on appelle éducation à la santé ou éducation thérapeutique des patients, aussi de leurs proches. On n'a pas mis dans le titre, mais l'éducation thérapeutique concerne aussi le plus souvent maintenant les proches. Et donc, on a intitulé ça « Entre injonction et respect de l'autonomie », parce que là, il y a une vraie tension dans le champ de l'éducation du patient entre savoir la place qu'on donne à l'autonomie du patient. Vous savez que l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui s'est développé depuis une trentaine d'années maintenant, surtout dans le domaine, dans le champ des maladies chroniques, qui touchent, et on le verra tout à l'heure avec un exemple, dans le champ de la cancérologie aussi, et donc qui nous pose un certain nombre de questions. Alors, les sociologues, depuis longtemps, ont mis l'accent, depuis les années 70-80, sur la notion de travail des patients. On a longtemps négligé le fait qu'il n'y avait pas que les professionnels de santé qui travaillaient, mais les patients travaillaient beaucoup, les proches aussi, et que ce travail des patients, qui est souvent un travail invisible, était évidemment indispensable à la prise en charge, la prise en soin de ces patients. Et donc, il a fallu aussi... Enfin, c'est aussi grâce au... Alors, je vais vous rajouter des lectures comme Bernard, mais Anselm Strauss, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et qui a permis aussi de prendre conscience que voilà, ce travail des patients et des proches, il était vraiment fondamental dans le champ du soin. Et donc, l'éducation thérapeutique, on pourrait dire, rajoute du travail aux patients, aux proches, puisqu'on leur demande de faire de plus en plus de choses, que ce soit dans le champ du soin, de la prise en charge d'un certain nombre de soins techniques, mais pas seulement des choses techniques, mais évidemment, dans le terme d'éducation du patient, il y a aussi la notion d'éducation. Qui éduque qui, on pourrait se demander. On voit bien que l'idée, c'est que c'est les professionnels de santé qui vont
éduquer les patients à mieux se prendre en charge ou à mieux contribuer à leur prise en charge. Alors ça pose une question qui me semble importante, c'est que finalement, c'est quelque part, même si c'est pour que le patient devienne davantage acteur de sa propre maladie, de sa propre prise en charge, il y a aussi l'idée que, quelque part, on ne reconnaît pas ce qu'on pourrait appeler les savoirs profanes ou les savoirs expérientiels de la maladie de ces patients, et qu'on privilégie finalement uniquement les savoirs professionnels qu'on va essayer de diffuser dans une communication un peu à sens unique vers les patients, alors qu'on pourrait envisager, en tout cas poser la question, que l'éducation thérapeutique, c'est aussi une éducation qui vient des patients vers les soignants. En tout cas, je ne sais pas comment les intervenants aborderont cette question-là. Et autre petite question que je soulève d'emblée, c'est finalement comment on considère le patient dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Est-ce qu'on le considère comme un sujet autonome? Est-ce qu'on le considère comme un sujet désirant? Est-ce qu'on essaye de répondre uniquement à ses besoins ou aussi à ses désirs? Et je pense que c'est en fonction des réponses qu'on apporte à ces questions-là, par exemple, on n'a pas forcément la même conception de ce que peut être l'éducation thérapeutique des patients et des proches. Alors, pour commencer, je vais passer la parole au premier intervenant, donc Arnaud Mimouni, qui est à ma gauche, qui est psychologue au CMPR des Herbiers et qui va nous faire une petite présentation dont le titre Aide à l'accès à l'autonomie du patient, une injonction paradoxale sous forme de question. Merci. Donc effectivement, je suis psychologue et psychologue dans le champ du handicap acquis à une phase très précoce, puisque j'interviens dès ce qu'on appelle l'éveil de coma, la rééducation post-réanimation, donc des patients qui peuvent ne pas communiquer, ne pas être conscients de leur état et être dans une situation très précaire aussi sur le plan somatique et psychique, évidemment. Donc, alors, vu ce que vient de dire Monsieur Ennuyé sur les définitions de l'autonomie, c'est un peu chaud pour moi d'arriver juste derrière pour parler de l'autonomie, parce que je ne vais pas m'appuyer sur des définitions, mais plutôt sur des réflexions qui nourrissent ma clinique, qui m'ont fait travailler sur différents travaux de recherche à partir de ce qu'on peut appeler la précarité subjective des patients dans le cadre du handicap, dans le cadre de la maladie grave. Et donc effectivement, moi, l'aide à l'accès à l'autonomie du patient, je l'amène sous forme de question, et je me demande s'il n'y a pas une injonction paradoxale par rapport à cela, parce qu'on parle du désir du patient, de son savoir. Je me demande si on ne va pas même jusqu'à lui exiger que ce patient ait des désirs et un savoir fort, dans un moment où où nous sommes, même quand on est patient, où nous sommes vulnérables par définition. Donc ça me semble être parfois des exigences. Donc je voudrais amener quelques réflexions, vraiment des questions, des réflexions, même si vous allez peut-être sentir mon point de vue clinique derrière ça. Tout d'abord, il me semble qu'on peut donner des définitions de l'autonomie. On pourrait dire que l'autonomie, ça serait la capacité à agir par soi-même. Ça serait la capacité à penser par soi-même. Ce par soi-même signifie d'une certaine façon sans les autres. Agir sans les autres et ainsi interroger l'autonomie, c'est aussi, me semble-t-il, interroger la relation à l'autre. L'autonomie ne devient-elle pas à ce moment-là une injonction sociétale, source de paradoxes? Et j'ai deux exemples, source de paradoxes, de plusieurs paradoxes, et j'ai deux exemples. Par l'éducation, ce sont ces autres, en fait, qui m'apprendraient à me passer des autres. Ça me semble être un premier paradoxe. Le deuxième, c'est qu'on serait dans une société, par cette injonction de l'autonomie, on serait dans une société qui me demande de faire sans les autres membres de cette société. Donc pour moi, ça pose la question de la relation à l'autre, et la relation à l'autre particulière, qui est la relation soignant-soigné. Alors, avant d'essayer de décortiquer le concept d'autonomie, il faut rappeler deux points qui peuvent
expliquer aussi la difficulté à remettre en question l'autonomie, à l'attaquer, on pourrait dire. La première, on pourrait dire, c'est une sorte de principe presque moral fondamental, l'autonomie. Le deuxième point, c'est que, ça s'est montré scientifiquement, l'autonomie, c'est thérapeutique. Donc c'est important dans le domaine du soin, c'est-à-dire que on observe, quand on travaille l'autonomie du patient, on observe une meilleure observance. Alors ça, c'est aussi un autre terme qu'il faudrait interroger, parce que il y a un caractère antinomique entre observance et autonomie, puisque l'observance, c'est l'exécution d'une règle prescrite médicalement ou par Dieu. Donc déjà, ça pose une autre question sur l'observance et l'autonomie, me semble-t-il. L'autonomie, elle est thérapeutique parce qu'on voit qu'il y a une meilleure compréhension, ajustement du traitement par le médecin, par les échanges et l'écoute du patient. Mais de quelle autonomie parle-t-on dans le soin ? Parler d'autonomie au XXIe siècle, aujourd'hui, dans le cadre du colloque d'éthique, en Normandie, ça nécessite de se rappeler que les concepts, ils sont toujours à prendre en compte dans leur épistémé, comme dirait Michel Foucault, c'est-à-dire qu'ils sont à prendre en compte, à considérer dans le temps et les lieux dans lesquels nous en parlons. Donc il me semble que ça serait intéressant de réfléchir de manière historique, anthropologique, sur cette question de ce que c'est l'autonomie, avant de parler de l'autonomie dans le soin. Réfléchir de manière anthropologique, historique, pour comprendre comment on peut arriver à une sorte de sens actuel, qui serait un sens ancré, fragile, comme il peut être aussi dévoyé. Pierre Lecause, en 2018, à propos de la bioéthique, écrit la bioéthique porte la marque d'une transition individualiste vers le climat de la liberté individuelle. L'époque est en quelque sorte à l'offre de biens et de services, toujours Lecause qui dit, pour que le désir de vivre pour soi s'affirme et se déculpabilise. En médecine, nous observons ces dernières années, avec les différentes lois qui ont soutenu les droits et l'autonomie du patient, une montée en puissance de cette liberté individuelle. On évoque même, me semble-t-il, j'ai cru lire quelque chose, une loi autonomie en 2019, fin 2019, me semble-t-il. Et donc on a un patient dont l'origine, patient qui renvoie au côté passif, je dirais. On a un patient qui devient co-auteur, co-acteur, acteur, donc actif, des prises de décision, de ses programmes de soins, de sa prise de soins. Et notre société se transforme finalement pour ne plus être fondée sur l'autorité d'une personne, d'un texte, par crainte du paternalisme qui est pas si lointain que ça et qui est à juste titre combattu. Donc on est dans une période de mutation qui nécessite de questionner cette dite liberté individuelle, cette autonomie de la personne souffrante. Le lexique, la sémantique médicale, soignante, nous informe sur l'autonomie attendue. Donc on parle de patient, on parle de prescription, on parle d'ordonnance, ordonnance qui porte, une fois, je recite Lecause qui dit que ça porte de moins en moins bien son nom. On parle dans mon institution, pour les sorties du week-end, on parle de permission pour sortir le week-end. Permission, et alors pour la justifier économiquement, pour l'autoriser, on parle de permission thérapeutique. C'est-à-dire que si c'est pas considéré comme thérapeutique, le patient n'a pas le droit à un transport remboursé par la sécurité sociale, par exemple. Donc on voit bien tout ce vocabulaire qui est, me semble-t-il, paradoxal. Dès lors, peut-on prescrire de l'éducation thérapeutique? Peut-on faire une ordonnance d'éducation thérapeutique? Peut-on ordonner à quelqu'un d'être autonome? L'autonomie, c'est permettre de choisir. Or, comme l'écrit Nussbaum, il y a une grande différence entre pousser les gens selon vos critères et leur laisser le choix. Dès lors, comment faire de l'éducation thérapeutique sans pousser vers les choix qui sont ceux guidés par les connaissances du médical? Je pense par exemple aux injonctions de faire du sport pour se sentir mieux sur le plan physique, cognitif, faire des programmes dits de réentraînement à l'effort qui semblent bénéfiques pour des patients avec des maladies neurodégénératives. On trouve des papiers là-dessus qui montrent que, effectivement, faire du sport dans le cadre de la maladie neurodégénérative, ça apporte un bien-être, on peut le quantifier, mettre des chiffres qu'on peut toujours
discuter. Le patient, c'est celui qui patiente, qui attend. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Il attend l'aide de l'autre, en fait. Il attend son savoir, il attend sa technique, son soin. L'injonction d'autonomie, notamment dans l'éducation thérapeutique, ne vient-elle pas interroger la définition, voire le mot même de patient, qui devrait acquérir son savoir, qui doit prendre soin de lui-même. Alors, j'ai découvert hier, je n'ai pas lu jusqu'au bout, mais un article de l'HAS, dans un article de l'HAS, le terme « action ». Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais qui va dans ce sens-là, de ce patient qui devient autonome et qui agit. D'une certaine manière, c'est une redistribution des rôles et donc de la relation soignant-soigné. Cette visée d'autonomie pour le patient, mais par le soignant, de la même façon, peut-être les démarches des malades ou de leurs proches à aller chercher du savoir sur Internet viennent, me semble-t-il, modifier et nécessitent de penser ce qu'il en est du face-à-face, qui est cher à Lévinas, avec le face-à-face avec le visage de celui qui souffre. La souffrance, écrit Lévinas, est une plainte, un cri, un gémissement ou un soupir, appel originel à l'aide, au secours curatif de l'autre, mais dont l'altérité, dont l'extériorité promettent le salut. Alors, que devient le soignant, le médecin, le psychologue aussi, où est la place de, pour reprendre les termes Lévinas, celui qui entend ses plaintes? Cette attente médicale de l'autre constitue une des racines très profondes de la relation interhumaine. Je voudrais revenir sur le terme éducation, l'autonomie et l'éducation. Alors l'éducation au sens large, avant celui de l'éducation thérapeutique, que ce soit celle de l'école ou celle au sein de la famille, a pour but d'amener la personne vers l'autonomie, lui donner les moyens, les outils pour s'épanouir en tant que sujet. L'utilisation du mot éducation dans l'éducation thérapeutique nous ramène à cette question première de l'éducation, et donc aussi, il faut les accepter, aux angoisses inhérentes à ce travail d'autonomie, chez une personne qui est déjà vulnérabilisée par son état de santé, par son handicap. Nous percevons bien ces angoisses, si on se réfère à la question de l'autonomie, par exemple, par le prisme de la famille. On peut dire que la famille, c'est le terreau dans lequel le sujet prend naissance. Par la suite, elle sera le lieu de l'articulation entre dépendance et indépendance, l'autonomisation, l'identification, la différenciation, pour parvenir à devenir un jeu, à partir d'un nous, donc la famille, sans se sentir ni abandonné ni déloyal. Donc il s'agit d'une tâche complexe, jamais vraiment terminée, la construction identitaire. Et je me pose la question de ce qu'il en est de cette dynamique psychique, de ces articulations vers l'autonomie visées par l'éducation thérapeutique. Les références de l'éducation, les références théoriques de l'éducation thérapeutique, elles sont également et essentiellement, je pense, trouvées du côté de la psychopédagogie. Et l'on voit que l'éducation thérapeutique consiste globalement à initier le patient à sa propre prise en soin, sa propre prise en charge d'une certaine façon. Il s'agit donc d'acquérir des connaissances, des compétences sur la maladie, dans le but d'être le plus autonome pour gérer sa santé. L'éducation scolaire, parentale, religieuse, s'appuie sur une certaine forme d'autoritarisme. Il semble qu'il faut le reconnaître, un autoritarisme déterminé par celui qui détient l'autorité ou par le groupe, la société, une certaine forme de dogmatisme. Le dogme consiste à obéir sans remettre en question. Qu'en est-il alors de la relation, de son effet dans le soin ? Un mot rapide aussi sur la question de l'éducation thérapeutique et la question du groupal. Souvent, le programme d'éducation thérapeutique sont construits en imaginant des groupes de patients. Et même si on s'en défend dans les institutions, le groupe est souvent et avant tout pensé de manière pratique, économique, en personnel et en temps. Alors que le groupe semble rarement penser, or il est fondamental de penser aux effets du groupe, à la dynamique psychique du groupe, à l'approche systémique, à des questions comme ça. Or, dans l'éducation thérapeutique, il me semble que l'effet du groupe, parfois, en tout cas, peut être négligé. Alors, on est toujours capable d'enrober de l'intérêt du groupal. Néanmoins, sur l'utilisation des concepts théoriques et de ce qui se passe, il me semble que ça reste encore un peu léger. Le paradoxe d'autonomie donc individuelle à développer dans le groupe est mis de côté, alors que il me semble qu'on doit s'interroger sur ce sujet. J'ai du temps pour conclure et ouvrir rapidement. Ouais. L'autonomie ultime, c'est de tendre par soi-même et pour soi-même vers une vie que le sujet désire, donc un principe fondamental difficile à ne pas défendre.
Dans des champs comme la maladie grave, le handicap, la vie qui vaut d'être vécue n'est pas à simplifier. On ne peut pas nous contenter de coaching ou de livres sur le développement personnel. Je reprends Le Cause qui écrit que l'éthique consiste précisément à une réflexion suscitée par l'existence de dilemmes moraux où le principe d'autonomie entre en tension avec d'autres valeurs. Il me semble que sur l'éducation thérapeutique, tout le travail que nous devons faire doit être fait et n'a pas été fait, en tout cas en ces termes-là, sur l'éducation thérapeutique. L'autonomie, c'est être responsable de soi-même. L'autonomie du patient interroge alors ce qu'est la responsabilité éthique et clinique du soignant et donc aussi de son identité. Mais l'injonction de l'autonomie dans certains programmes, dans certains livres, pourquoi pas dans certains tutoriels sur Internet, n'est-ce pas également l'abandon d'une certaine responsabilité que nous avons à l'égard de l'autre ? La définition de l'autonomie dans le soin peut connaître des dérives autoritaires. L'injonction actuelle envers le sujet d'être autonome, indépendant, peut être une injonction des plus paradoxales face aux personnes vulnérables, fragiles. Qu'en est-il quand je fais le choix ou quand du fait de ma trop grande précarité subjective, je ne m'envisage qu'en patient ? Je ne me positionne qu'en patient, je ne peux être que patient. Dans le soin, et je pense particulièrement dans le champ du handicap, ne devrions-nous pas penser des modalités de respect ou de valorisation de l'autonomie plutôt que de rechercher l'autonomie ? Dans la relation de soins classique, je dirais, que faisons-nous du déni, de l'opposition, du refus de soins, dont on a déjà parlé à l'ERN, de la non-observance. Tous ces comportements que nous essayons de les analyser en questionnant la relation soignant-soigné, en questionnant les dimensions psychiques, en questionnant les dimensions intersubjectives. Cela ne vient-il pas simplifier ce qui est complexe par essence, c'est-à-dire la relation et notamment la relation de soins ? Laisser le choix, un modèle délibératif, nécessite de ne pas nous déresponsabiliser en tant que soignants. Chercher l'autonomie du patient parce qu'il s'agit d'un principe inattaquable ne doit pas amener à simplifier ce qui est complexe par essence, la relation, et notamment la relation de soins, la relation dans le soin. Dès lors, comment trouver dans nos institutions les moyens de laisser le choix au patient, de l'aider à participer à la délibération, à la décision, sans nous déresponsabiliser nous-mêmes dans un abandon du patient ? Voilà, c'était ça le fruit de ma réflexion. Merci beaucoup Arnaud pour cette intervention introductive qui pose bien un peu les termes et les tensions qu'il y a dans ces concepts que tu mobilises entre liberté, autonomie, observance. Et on voit bien la dimension finalement très, très normative, qui peut être très normative de l'éducation thérapeutique. Et il faut vraiment avoir bien conscience bien décortiquer, je dirais, d'un point de vue théorique ces questions-là pour ensuite la mettre en pratique. Et peut-être c'est ce qui manque parfois à l'éducation thérapeutique, c'est une forme de réflexivité sur les propres pratiques des professionnels. Et donc c'est un peu aussi l'objet de cette table ronde. Alors, je vais passer sans attendre à notre deuxième intervenant, donc Jean-Marc Dujardin, qui est un représentant des usagers, il se présentera lui-même, et qui est également président de Promotion Santé Normandie. Et donc il va nous livrer le point de vue des usagers sur l'éducation thérapeutique. Merci. Je suis effectivement un représentant des usagers atteint de maladies chroniques depuis 40 ans. J'étais travailleur indépendant et j'ai eu une vie un peu particulière, notamment par rapport à ma maladie. Et aujourd'hui, je suis président de Promotion Santé Normandie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les IREPS en Normandie. J'ai depuis 15 ans beaucoup travaillé sur l'éducation thérapeutique en tant que patient. Et aujourd'hui, je suis aussi membre du bureau de Planète Patient, l'association qui se met en place actuellement pour l'éducation thérapeutique auprès des patients sur le terrain, en ville. Je vais plutôt, moi, intervenir en tant que témoin de ce que j'ai vécu.
Quand je suis tombé malade, je ne suis pas tombé dans le déni, mais pour être honnête, je n'en étais pas loin. J'étais travailleur indépendant, comme je vous l'ai dit, et j'insiste là-dessus, parce qu'à cette époque-là, un travailleur indépendant, il se débrouillait. On ne le prenait pas en charge. S'il acceptait d'être pris en charge, c'était parfait. Ses frais de santé étaient pris en charge. Pour le reste, c'est débrouille-toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais une entreprise, il fallait que je fasse tourner mon entreprise. Quand mon médecin m'a dit « tu devrais changer de métier parce que ton métier est très prenant et avec ta maladie, ça va être compliqué, ça va être difficile, tu devrais changer d'orientation », j'ai téléphoné à ma caisse de sécurité sociale. On m'a répondu « monsieur, vous avez un capital, vous êtes entrepreneur, quand vous aurez consommé votre capital, vous aurez droit au fonds de solidarité ». Voilà ce qu'on m'a répondu, c'était il y a 40 ans. Je suis resté un peu pantois et pour être honnête, j'étais un peu assommé. Et très vite, j'ai réagi et très vite, j'ai mis la tête dans le guidon et je me suis mis au boulot. Et puis, j'ai un petit peu oublié ma maladie. Je ne me suis pas très bien pris en charge, hein, pour être honnête, même pas du tout. Je faisais le minimum. J'avais un excellent médecin généraliste, heureusement pour moi d'ailleurs, qui me rappelait à l'ordre en permanence, mais je ne voulais pas trop en entendre parler. Et puis, au bout d'une vingtaine d'années, évidemment, les choses se sont gâtées. C'est ce qu'il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu, hein. Et là, j'ai commencé à rencontrer des médecins spécialistes. Et très, très vite, j'ai compris que, en fait, je n'avais rien compris à ma maladie. Mais strictement rien. Et que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je me sentais un peu en marge. Je me sentais un peu en marge de la société parce que j'avais des contraintes. Elles étaient lourdes, elles étaient pénibles, c'était difficile à vivre. Je n'ai jamais été très gourmand, mais je ne pouvais pas manger grand-chose. Enfin, bref, c'était insupportable. Et j'ai donc rencontré un diabétologue, une diabétologue plus exactement, qui m'a très vite fait comprendre que si j'acceptais de me prendre en charge, les choses pourraient s'améliorer pour moi. Et donc très vite, j'ai accepté de suivre un peu d'éducation thérapeutique, l'éducation thérapeutique de base, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a très vite fait comprendre que ça pouvait devenir intéressant et que surtout, je n'étais pas un cas isolé. Que tous les gens qui étaient dans ma situation, en fait, on vivait à peu près la même chose et on réagissait tous un peu de la même façon. Ça a vraiment été pour moi des interrogations, ces premières séances d'éducation thérapeutique. On était au tout début de l'éducation thérapeutique, hein, pour le grand public. Et puis, ma situation en tant que malade se dégradant, j'ai été appelé à suivre de l'éducation thérapeutique à l'hôpital, alors là, à un tout autre niveau. Et là, je vais vous en parler parce que c'était assez extraordinaire. Nous nous sommes retrouvés une quinzaine de patients, on était un peu nombreux, hein, pour suivre des cours d'éducation thérapeutique pendant une semaine. Et dès la fin de la première matinée, l'éducation s'est faite entre les patients, corrigée par les soignants, bien évidemment, hein, parce qu'on racontait beaucoup de bêtises, on s'écartait un petit peu du sujet en permanence et on était ramené sur les rails par les soignants, heureusement d'ailleurs, hein, c'était l'objectif. Mais ça a été un moment très très fort, où alors là vraiment, je suis moi à la sortie de cette période d'éducation thérapeutique, de cette session, je suis véritablement sorti acteur de ma santé. À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était moi qui me prenais en charge, avec mes soignants évidemment, avec les soignants, hein, parce que tout seul je n'étais pas capable de le faire, j'ai besoin d'être corrigé en permanence. Mais ça a été vraiment le début pour moi d'une deuxième vie. Et surtout dans la qualité de vie. Puisque aujourd'hui, malgré les contraintes, je vis comme à peu près tout le monde. Sans avoir de difficultés particulières. Je n'ai plus le sentiment d'avoir des contraintes. Alors certes, j'ai un rythme de vie un petit peu différent du commun des mortels, mais c'est celui que tout le monde devrait avoir. L'activité physique, une alimentation équilibrée, etc. Enfin, un certain nombre de choses comme ça. Des choses très simples, en fait, hein, qui font que aujourd'hui, je vis à peu près comme tout le monde. Moi, en tant que responsable des usagers depuis de très nombreuses années, moi, je prône l'éducation thérapeutique obligatoire pour toute personne atteinte de maladies chroniques. Alors, quand je dis ça, tout le monde lève les bras au ciel. Mais je pense qu'il faudra qu'on arrive à ça. Pour comprendre sa maladie, il faut passer par l'éducation thérapeutique. C'est indispensable.
ça change aussi la relation qu'on peut avoir avec le médecin ou avec les médecins, avec les soignants, les infirmières. À partir de là, le patient n'a plus la même vue sur le système de santé et sur les soignants qui sont autour de lui. Et je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument indispensable. Voilà, c'était les réflexions que je voulais vous faire. Après, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne souhaite pas le faire parce que je suis très bavard. Je pense qu'il y aura des questions. Je préfère répondre aux questions un peu après. Bien, merci beaucoup, Monsieur Dujardin. Donc, on voit que le débat est ouvert sur la question faut-il rendre obligatoire l'éducation thérapeutique. On pourra en rediscuter. Mais merci en tout cas pour ce témoignage et cette expérience. On va enchaîner directement avec le professeur Emmanuel Babin, donc, qui est ORL au CHU de Caen et au centre François Baclès. Et donc qui est porteur d'un projet d'éducation thérapeutique qui s'adresse aux patients laryngectomisés et à leurs proches, et donc a obtenu un financement PHRC et dont il va vous parler. Voilà, je lui passe la parole. Bien, merci Guillaume. Oui, donc je suis un ORL qui est un peu spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de cancer, des voies aérodigestives supérieures. Et donc, ce que je vous propose là, je vais couper pour que ça soit un peu plus court. Je vais vous présenter en fait un modèle que l'on a conçu d'éducation thérapeutique. Et puis, ça ouvrira la discussion après ensemble pour savoir si c'est plutôt une injonction ou une autonomie pour les patients. Je vais modifier un petit peu comme ça. Donc, ce que je vais vous présenter au début, c'est de vous dire un petit peu de quelle population on s'occupe, ce qu'on leur fait, et puis comment on a pensé améliorer les choses, en sachant est-ce que c'est bien, est-ce qu'on les rend autonomes ou pas. Non, je vais appuyer comme ça, moi. Donc voilà, mes objectifs pédagogiques, je les ai mis. Je vais vous expliquer ce qu'est qu'une laryngectomie totale. Je vais vous définir et vous expliquer ce qu'est PETAL, qui est le programme d'éducation thérapeutique pour les aidants et les laryngectomisés. Et puis on essaiera de voir comment on peut positionner PETAL dans la question du jour. D'abord, ce qu'il faut voir que nos patients qui ont des cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est une population particulière. Souvent, ces patients ont une consommation de tabac et d'alcool un peu importante. Et puis, comme tous les cancers, il faut bien voir que, première chose, ils ont un cancer, on a l'irruption de la mort dans la vie, c'est l'absurdité, donc il va falloir modifier son état de vie. C'est-à-dire qu'il va falloir se dépêcher de vivre. On a une rupture biographique importante, et puis vous voyez, c'est l'explosion telle qu'elle est dans la tête des gens. Et puis, inéluctablement, on a aussi le crabe qui avance et qui risque de nous... Ça marche plus. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec le cancer, on a une trajectoire de vie qui va être descendante. Vous avez un très beau livre de Marie Ménoré qui est décédée en début d'année sur les temps du cancer. Et je vous incite à le lire, parce que vous allez voir, c'est pas propre au cancer de VADS, mais à tous les cancers, on a cette démarche, cette vision de la vie avec un cancer qui s'applique à tous les types. Alors, cancer du larynx, donc ce sont des patients, voilà un petit peu, faire le plus résumé possible. À gauche, vous avez votre anatomie, vous voyez. En bleu, c'est votre voie respiratoire, en jaune, vos voies digestives. Et quand on enlève le larynx, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont un cancer avancé, on se retrouve dans la situation d'après, où vous avez une différence entre les voies aériennes, bleues, et les voies digestives. Conséquence, vous ne pouvez plus parler, vous comprenez bien, vous n'avez plus de vibratoire, les cordes vocales ont été enlevées. Donc vous ne pouvez plus parler, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on va leur mettre en place des systèmes d'implants où on peut avoir une voix différente, on peut utiliser l'air de l'estomac ou un laryngophone. Je n'ai pas le temps pour le montrer, mais... Et puis vous avez ce trou au milieu du cou qui est une séquelle. Donc, conséquence pour ces patients, c'est qu'on a une atteinte, une modification pour manger, pour respirer et puis pour parler. Et puis, il n'y a pas que ça.
Parce que derrière, il y a les traitements, les poids, le poids, on va avoir une dénutrition. Il faut voir que 50% des patients qui ont un cancer ont une dénutrition à la prise en charge. On va avoir des douleurs. Au début du traitement, 35% des patients ont des paliers 3. Hein, on peut avoir des paliers 2 dans 80% des cas. Vous avez les addictions qu'il va falloir combattre. Parce que ces patients, souvent, n'ont pas arrêté la consommation de tabac et l'alcool. Les dents, parce qu'on va faire une radiothérapie et l'état dentaire est bien souvent précaire. Il faut les enlever. Donc, il va falloir penser après à manger sans dents. L'asthénie et puis la sexualité qui est appauvrie de manière importante. Quand on pose la question, souvent, on n'a pas de réponse. Dans un questionnaire que l'on avait fait, on avait 30% de réponses et c'était les meilleurs qui parlaient et on voyait bien que la sexualité était très altérée. L'impact psychologique, hein, les troubles psychiatriques peuvent apparaître dans 50% des cas et la dépression, elle est présente dans en moyenne 18% des patients qui ont une laryngectomie totale. Dans un papier qui vient de sortir, sur 177 patients laryngectomisés ou avec une laryngectomie partielle, on a bien vu que plus de la moitié avaient des troubles psychologiques importants et c'était majoritairement des gens à qui on avait enlevé totalement le larynx. Une conséquence qui est la conséquence sociologique. Hein, vous avez des patients qui vont avoir une transformation de l'identité. Vous avez votre visage, mais le visage et le cou, c'est presque pareil. Quand vous avez une atteinte de votre cou, vous avez une sorte de déshumanisation. Vous avez une transformation un petit peu de votre identité. Ces gens ont ce qu'on appelle un stigmate. Le stigmate, c'était défini par Goffman en 1975. C'est un attribut que l'on a et qu'on aimerait bien pas avoir. En l'occurrence, ici, le trou au milieu du cou et puis la possibilité de parler autrement. Ça entraîne en fait des différentes choses, des pertes de repères. Les patients qui ont ces laryngectomies ou une laryngectomie totale, ils le disent eux-mêmes. Mais je suis plus comme avant, je suis un mutant. Je suis transformé. Ce que vous m'avez fait, c'est Hiroshima, c'est Trafalgar. Donc c'est fort. Et quand ils rencontrent des gens, souvent au début, quand ils parlent, c'est un petit peu le théâtre. On est content de les voir parce qu'ils s'expriment de nouveau. Mais très vite, on les met un petit peu de côté. L'un d'eux me disait un jour, je suis allé retourner à mon travail et puis j'ai voulu dire bonjour. Alors j'ai mis son doigt, bonjour. Et aussitôt la main se retourne parce que mettre le doigt au niveau de trachéostome, il y a la salive, c'est sale. Donc vous voyez, il y a une sorte... on voit bien que les rencontres entre les valides et les invalides, elles sont toujours un petit peu embarrassées, incertaines, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et encore une fois, ils sont victimes d'un handicap d'apparence. On n'a pas du tout touché à leur cerveau, mais on considère qu'ils sont souvent infériorisés. Et petit à petit, ces patients-là, eh bien, ils sont marginalisés et puis ils s'isolent vers souvent une mort sociale, puisque la plupart du temps, ils ne retrouvent pas de travail. Dans une enquête qu'on avait faite en 2000, 150 patients, 75 travaillaient avant la laryngectomie, 7 après la laryngectomie totale. Autre point, dans notre construction d'éducation thérapeutique qu'il fallait prendre en charge, c'était les conjoints. Nous avions fait une étude aussi sur c'était pas uniquement des patients avec laryngectomie totale, mais des patients avec des cancers des voies érogéniques supérieures, 1600 patients. On avait donné un questionnaire puisque la plupart des patients étaient des hommes. Et vous voyez ce qu'on avait retrouvé. En général, le conjoint était surpris de l'annonce du cancer. Il y avait une information qui n'était pas suffisante et surtout la transformation de la vie dans plus de 71% des cas. Donc tout ça a nourri une idée. Vous m'entendez comme ça? C'est peut-être mieux, non? Non? Ou... Faut pas que je bouge. Ah oui, ben je bouge plus. Donc en fait, on a essayé de mettre en place une étude avec des psychologues, avec des orthophonistes, avec des infirmières, avec des médecins et des patients. Et on a essayé de déterminer ce qui était le plus difficile dans leur vie et ce qu'un programme thérapeutique pouvait
leur apporter. Et donc vous voyez, on a listé un petit peu, on avait mis ce qu'il y avait déjà qui était bien fait, mais les prises en charge possibles. Après, il y avait, vous voyez, la consommation de tabac, les émotions. On voyait bien aussi qu'il y avait les relations du couple qui ont souvent été tues. On a le regard de l'autre, l'image de soi, et puis naturellement tout ce qui est le côté technique. Mais le côté technique, jusqu'à maintenant, on arrivait à peu près à le prendre en charge. Et en fait, à l'issue de ça, on a construit des ateliers sur la communication. Vous imaginez bien, quand vous n'avez plus de voix, il va falloir les réapprendre. On a l'image de soi et le regard de l'autre, la maladie, le deuil, la place de l'aidant, la sexualité, les ressources, le coping émotion, les soins. Sans oublier que ces patients-là, ils ont toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec un risque de récidive. Donc, il faut vraiment penser à les aider. Et donc, nous avons construit ce qu'on appelle nous avons construit un site. Je vous incite à aller le voir. Il s'appelle pétale.fr, où le site, il y a présentation de notre programme, un espace pour les patients et les aidants, un espace éducateur qui est pour les gens qui vont aider à la formation du programme thérapeutique, et puis les professionnels, les infirmières, les médecins, les orthophonistes, les pharmaciens. Voilà, ce site est en place depuis 2 ans maintenant. Il a en moyenne, je crois qu'il y a eu plus de 24 000 visites. Il est en moyenne à 43 visites par jour. Il y en a eu 1400 en avril. Donc vous pouvez aller voir, et c'est une explication, et puis une explication pour aider les patients. Et nous avons construit à partir de là des ateliers. Vous voyez, ça commence comme ça. On explique aux patients ce qu'est la chirurgie. Ensuite, on va lui expliquer comment prendre en charge. Oui, au début, on est très technique sur le soin autour du cou. On va lui apprendre à gérer et à parer aux incidents qu'il peut avoir. Puis ensuite, une fois qu'on a passé le cours technique, on va essayer de le réinsérer avec nous dans la société. On va essayer de le faire parler. On va lui essayer de mettre en place la maladie dans le quotidien. Et puis, apporter petit à petit une amélioration pour vraiment le réintégrer dans la vie. C'est parfois individuel, ça parfois en groupe. C'est en fait, alors on n'a pas décidé ça en fonction de problèmes financiers ou pas, mais simplement à la lumière des témoignages des uns des autres, on a essayé de déterminer des différents ateliers. C'est vrai que la notion économique va rentrer aussi en ligne de compte, parce que quand vous mobilisez des professionnels, dans certains ateliers, vous pouvez être à 2 ou 3 couples. C'est vrai que lorsque vous allez parler de la sexualité, c'est pas possible. Et donc, on a établi, c'est un peu technique, une sorte d'araignée pour essayer de voir si la prise en charge que l'on proposait était adaptée et permettait une amélioration du patient dans son projet de vie, dans sa qualité de vie, dans sa communication, dans son image de soi. L'idée, c'est de faire évoluer ça. Et donc, je vais m'arrêter là. Pétale dans la vie des acteurs, mais est-ce que ce que l'on propose là, c'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir une autonomie, ou au contraire, est-ce que c'est pas le fait une ingérence de notre part dans leur vie? Est-ce qu'on a le droit? Je vais vous laisser répondre, parce que vous me direz ce que vous en pensez. Merci Emmanuel. En tout cas, alors, ce qui est sûr, c'est que pour ce projet-là, Pétale et ceux qui ont la mise en place du programme d'éducation thérapeutique a été précédée vraiment d'un gros travail d'enquête auprès des patients et de leurs proches, pour vraiment bien identifier, et ça c'est vraiment important dans un programme d'éducation, c'est de ne pas projeter finalement sur l'autre et sur le patient des besoins qu'on imagine qui seraient les siens, etc. Et de bien partir des attentes, des demandes, des désirs, des souhaits des patients. Et pour ça, ça demande quand même un travail d'enquête où il y a eu beaucoup d'entretiens qui ont été réalisés avec des patients et des proches pour pouvoir identifier les ateliers qui seraient pertinents à mettre en place. Bien, pour terminer ce tour des interventions, je vais passer la parole au docteur Béatrice Levaltier, donc, qui est médecin au CHU de Caen et qui, je pense, va nous parler des enjeux éthiques
de l'éducation thérapeutique. Tu veux... T'as une clé? Voilà. Voilà, bonjour à tous. Béatrice Levaltier, néphrologue de formation, ayant exercé la néphrologie pendant 20 ans, et puis actuellement dans une unité d'hospitalisation d'urgence. Donc je suis passée de la maladie chronique aux situations aiguës. Alors donc, je vais essayer de voir avec vous comment l'éducation thérapeutique du patient peut contribuer à l'autonomisation, à son autonomisation. Voilà, en essayant de ne pas redire des choses qui ont déjà été dites. Alors, d'où venons-nous? Eh bien, nous venons d'une médecine humaniste, hippocratique, centrée sur le patient, sur ses besoins, ses ressources, son histoire. Et donc, dans un des écrits du corpus hippocratique, dans Épidémie notamment, on peut lire « Il faut dire les antécédents de la maladie, connaître l'état présent, prédire les événements futurs ». Et tout le monde connaît le primum non nocere, avoir dans les maladies 2 choses en vue, être utile ou du moins ne pas nuire. Et régulièrement, dans mon exercice médical, je me pose cette question, est-ce que ce que je vais prescrire aux patients est utile ou pas? Enfin, toujours est-il qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le médecin s'intéressait essentiellement au malade, à son histoire, à son environnement, aux signes cliniques. Et on a tous entendu parler du faciès hippocratique de la mort. Et donc Hippocrate était capable de prédire, de dire quand un patient allait mourir. Et là encore, pour voir un certain nombre de patients mourir et avoir un certain nombre de familles qui me posent la question, docteur, il en a pour combien de temps? Eh bien, je dois encore faire des progrès en observation clinique parce que je trouve que c'est toujours difficile de répondre à une telle question. Donc, d'où venons-nous? D'une période humaniste. Que sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans une période de modernisme où la médecine est centrée essentiellement sur la maladie, avec sa prise en charge technique. Et donc, médecine centrée sur une prise en charge biomédicale, qui est basée sur l'evidence-based medicine, sur des preuves. Et voilà, dans ce cadre-là, la structure traditionnelle de la relation médecin-malade est remise en cause. Alors, en l'an 2000, Brigitte Sandrin-Berton, qui est médecin de santé publique, a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'éducation du patient au secours de la médecine ». Et pour elle, la médecine était confrontée à 3 types de problèmes: les maladies chroniques, les risques liés au mode de vie, les difficultés sociales. Et donc, de ce fait, la médecine devait évoluer, opérer une triple révolution, c'est-à-dire que le patient ne pouvait plus être uniquement l'objet de soins qui lui étaient délivrés, mais il devait être un acteur essentiel de ces soins. L'objectif n'était plus de lutter contre les maladies, d'exercer une médecine curative, mais de promouvoir la santé des personnes afin de maintenir ou d'améliorer leur qualité de vie. Et puis la démarche basée sur la prescription seule n'était plus adaptée. Elle devait céder la place à une démarche éducative, partenariale, entre le patient et les soignants. Alors,
où allons-nous? Eh bien, vers le développement de l'éducation thérapeutique avec l'autonomisation des patients, dans le but de travailler plus vite et surtout moins cher. Alors, il y a eu une période où on disait que 1 euro dépensé en éducation thérapeutique permettait de faire 4 euros d'économie. Alors, tout le monde n'est pas convaincu des bienfaits de l'éducation thérapeutique et le professeur Gollet à Genève dit lui-même qu'il a été obligé de batailler avec son administration parce que c'était plus rentable de faire, pour les chirurgiens vasculaires, de faire des amputations aux patients diabétiques que de faire de l'éducation thérapeutique pour leur éviter ces amputations. Alors, je pense que tout le monde ici connaît la définition de l'OMS en 1998 sur l'éducation thérapeutique. Elle doit permettre aux patients d'acquérir et de conserver les compétences, les aidant à vivre de manière optimale avec leur maladie. Et l'éducation thérapeutique, entre autres, vise à aider non seulement les patients, mais leurs familles à comprendre la maladie, le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre plus sainement et à maintenir ou améliorer leur qualité de vie. Donc, devant cette définition, bon nombre de soignants ont espéré pratiquer la médecine, pratiquer leurs soins de manière différente, c'est-à-dire que plutôt que d'être uniquement dans le curatif, de délivrer des soins curatifs, ils espéraient pouvoir offrir une prise en charge globale aux patients et avoir un petit peu plus de temps pour s'occuper de leurs patients, ce qu'ils déplorent aujourd'hui et qui est à l'origine d'une souffrance éthique chez bon nombre de soignants. Alors donc j'ai illustré l'éducation thérapeutique par ce dessin, Bienvenue dans un monde en pleine mutation. Et donc, où les soignants disent aux patients autonomie, confiance, responsabilité, à vous de jouer. Simplement, l'autonomie, demander à des patients d'être autonomes, d'être responsables de leur maladie, c'est peut-être un peu trop lourd pour certains et cela pourra être à l'origine de nouvelles vulnérabilités. Alors en France, à partir de la définition de 1998, eh bien, la HAS en 2007 a publié des recommandations. Vous avez sûrement vu un guide bleu sur lequel l'éducation thérapeutique est définie, de même que ses finalités, son organisation. Ensuite, avec la loi HPST en juillet 2009, eh bien, l'ETP a été intégré, enfin, il nous a été demandé d'intégrer l'éducation thérapeutique dans les protocoles de soins. Et donc, il a été rappelé que l'ETP avait pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion et pas son observance au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au patient, donc pas obligatoire, contrairement au souhait de M. Dujardin, qui souhaitait que l'ETP soit obligatoire. Et surtout, elle ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. L'éducation thérapeutique est toujours une proposition et donc on ne pourra pas ne pas rembourser certains actes chez un patient s'il n'a pas suivi de séances d'éducation thérapeutique. Et puis, à la suite de la loi HPST,
est paru en 2011 un référentiel INPES dans lequel on trouve toute une liste de compétences à avoir en éducation thérapeutique pour concevoir, piloter et promouvoir des politiques ou des programmes d'éducation thérapeutique. Voilà, donc ça devient, avec le temps, l'éducation thérapeutique devient de plus en plus cadrée et les soignants qui espéraient avoir une certaine marge de créativité, finalement, se trouvent enfermés par des référentiels, par toute une liste de tâches à accomplir. Alors, l'éducation thérapeutique, j'ai mis le terme éducation entre guillemets, parce qu'on peut se demander si on n'est pas hors sujet quand on parle d'éducation, puisque la représentation qu'on a avec le terme éducation, c'est quand même quelqu'un qui exerce un pouvoir, un sachant qui exerce un pouvoir sur un non-sachant. Donc pour Hannah Arendt, eh bien, on n'éduque pas un adulte, sinon pour le dominer. Et éduquer thérapeutiquement des adultes, c'est les détourner de toute activité autonome, c'est les prendre en charge par une institution selon certaines conceptions, c'est leur appliquer des programmes prédéterminés qui foreclosent le singulier. Alors, j'ai illustré mes propos par ce dessin. Sois autonome, mais surtout, pour toute initiative, tu passes par moi parce que c'est moi qui détiens le savoir. Moi, je suis sachant et toi, tu ne l'es pas. Et donc, les associations de patients se sont rebellées, ont voulu participer à l'élaboration des programmes d'éducation thérapeutique en disant, notamment, en ayant le slogan « Jamais pour nous, sans nous ». Alors, avec tous ces référentiels qui sont sortis en 2011, eh bien, on peut se demander comment l'ETP, défini ainsi, restera une pratique où la créativité des soignants pour accompagner les malades au quotidien reste centrale et déterminante. Ce d'autant que les programmes accordés par les ARS ont un financement limité qui restreint un petit peu les possibilités des soignants. Et puis donc, comment les formateurs de soignants vont-ils se servir de ce référentiel sans réduire la pratique de l'ETP à une série de tâches ? C'est-à-dire que très souvent, on demande aux soignants de remplir des cases. Le patient sait totalement, ne sait pas, sait partiellement ou ne sait pas. Donc, comment les lois érigeant en France l'ETP aujourd'hui, en politique nationale, vont-elles cohabiter avec une éthique du sujet reconnue dans sa capacité à faire ses choix propres ? Comment le sujet souffrant pourra-t-il établir sa norme face à la norme institutionnalisée, érigée pour son bien, mais malgré lui ? Et dans le normal et le pathologique, la valeur suprême de la vie est posée par le sujet souffrant lui-même. Et puis, comment évaluer aussi le pluriel singulier ? Comme le disait Monsieur Ennuyé, comment articuler le singulier et le collectif ? Voilà, donc plus jamais ça. Être mis, en tant que patient, être mis dans des cases, répondre à des normes. Alors finalement, quel est l'enjeu essentiel de l'éducation thérapeutique, en dehors des enjeux économiques, d'enjeux de réponse à des politiques publiques ? Eh bien, on peut voir l'ETP comme
l'enjeu essentiel de l'ETP comme éthique, centré sur la personne et sa dignité. Alors, l'ETP, à la base, ça n'est pas un soin, mais c'est une relation de soins particulière. On peut voir l'ETP aussi comme une éthique de responsabilité, une éthique de réciprocité et une éthique du care. Une relation de soins particulière dans la mesure où dans la définition de l'ETP, on dit que c'est un processus centré sur le patient. Alors, Monsieur Philippe Barrier, qui est philosophe et qui est diabétique également, dit que, heureusement, que l'éducation thérapeutique est centrée sur le patient. Lui, il préfère dire que l'éducation thérapeutique est centrée sur la relation de soins. Et la relation est éthique, une relation de soins est éthique quand le soin et préoccupation de l'autre comme sujet et non pas comme instrument de mon vouloir ou de mon désir. Et donc, pour faire de l'éducation thérapeutique, il faut emprunter une posture éducationnelle qui conduit à donner à la médecine une dimension biopsychosociale et pédagogique en plus de la dimension biomédicale. En donnant du sens aux choses, elle permet le rétablissement de la continuité qui fait qu'un être humain est vraiment une personne. Et pour Gilbert Simondon, l'éthique est ce par quoi le sujet reste sujet, refusant de devenir individu absolu. Alors donc, on peut distinguer aujourd'hui globalement deux types de modèles d'approche de la maladie. Un modèle biomédical fermé qui affecte le maladie, qui nécessite une approche curative, essentiellement par des médecins, dans un système centré autour d'hôpitaux, et un modèle intégratif global ouvert où des professionnels travaillent en collaboration autour du patient et de ses proches. Et donc, on est dans un système ouvert, interdépendant avec la communauté. Alors, comme vous le savez, la démarche pédagogique de l'éducation thérapeutique repose sur le bilan initial, le bilan éducatif partagé. Et c'est la première étape de l'éducation thérapeutique. Et donc, schématiquement, 5 grandes questions sont abordées avec le patient. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il sait? Qui est-il? Quels sont ses projets? Et donc, le professeur Emmanuel Babin, parlait d'intrusion et d'ingérence. Et c'est évident que si d'emblée, lors du bilan éducatif partagé, le patient a l'impression qu'on fait ingérence dans sa vie, eh bien, il n'y aura pas instauration d'un climat de confiance. Et pour le psychologue Carl Rogers, il est nécessaire que le climat instauré avec le patient soit empreint d'acceptation et de considération positive de l'autre. Et donc, pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, au fil du temps, on est passé d'une logique d'enseignement centrée sur le formateur à une logique d'apprentissage centrée sur l'apprenant. Donc, plutôt que d'éducation thérapeutique, certains médecins préfèrent parler de communication thérapeutique. Et le pionnier de l'éducation thérapeutique à Genève, lui, parle carrément d'art-thérapie. Voilà. Alors, donc, en éducation thérapeutique, eh bien, on accueille une autre personne souffrante qui nous invite à être responsables d'elle. Voilà. Et comment réussir à faire en sorte que cette personne vulnérable deviennent autonomes, eh bien, en fait, tout va se passer dans la relation soignant-soigné, hein, la qualité de la relation qui est la clé de voûte de l'éducation thérapeutique.
Voilà, il s'agira de guider le patient pour qu'il reprenne du pouvoir sur sa vie et que son consentement soit remplacé par une décision éclairée. Voilà, mais il faut toujours se dire que ce n'est pas le soignant qui apporte nécessairement au patient, mais que le patient apporte beaucoup aux soignants, et donc on parle de relations de partenariat. Et donc le soin met en œuvre une autonomie véritable lorsque celle-ci résulte d'un processus relationnel et de délibération partagée. Donc tout ce climat, cette qualité de relation, eh bien, on la trouve aussi dans les éthiques du care, où il existe un prendre soin particulier de l'autre. Et puis donc l'éducation thérapeutique, il faut pas se cantonner aux programmes qui sont autorisés par l'ARS. L'ETP, c'est un processus permanent qui a une finalité émancipatrice, celle de permettre à l'autre souffrant de définir ses propres normes de vie. Et ça demande beaucoup de temps. Voilà, donc comme le dit Gadamer, l'art médical trouve son accomplissement dans le retranchement de soi-même et dans la restitution à autrui de sa liberté. Et donc, entre injonction et respect de l'autonomie, eh bien, finalement, c'est dans l'interdépendance qu'on arrive à trouver son autonomie. Et comme le dit le poète John Donne, nul homme n'est une île complète en soi. Tout homme est un morceau du continent, une partie du tout. Voilà, je vous remercie. Merci Béatrice pour cette présentation qui ouvre aussi plein de questions. Alors, je vais peut-être passer d'emblée la parole à la salle s'il y a des questions, des remarques ou des commentaires pour nos intervenants. Tout le monde y aura droit, on va essayer. Bonjour, je suis Emmanuelle Jean de Mingal, au Conseil d'orientation de l'espace éthique. J'avais une question et un commentaire. La question était pour le professeur Babin. Elle est un tout petit peu aux marges de son propos, mais vous arrive-t-il que des patients vous disent qu'ils ne veulent pas de la chirurgie que vous leur proposez et du coup de la vie future, même soutenue par l'éducation thérapeutique que ça engendrera. Et le commentaire, c'est qu'il me semble qu'il y a une dimension dans l'éducation thérapeutique dont on a moins entendu parler par les différents intervenants, qui n'est pas seulement la relation entre les soignants et les patients, mais qui est la relation des patients entre eux ayant la même pathologie ou les mêmes conséquences fonctionnelles d'une même pathologie et qui enrichissent entre eux leurs réflexions, leurs pratiques, leurs connaissances de la maladie et de la manière dont on peut la vivre et qui est aussi en soi une valeur ajoutée et qui peut derrière même être l'ouverture vers ce qu'on commence à appeler aujourd'hui le patient qui apprend aux soignants. Je vais vous répondre pour la première. Moi, j'ai un principe, c'est de ne rien imposer. Rien imposer. Quand un patient vient et qu'il y a une indication chirurgicale à une laryngectomie totale, je l'explique. Et puis, je laisse un temps de réflexion. On évolue avec le temps. Moi, ma rencontre avec Guillaume et puis les sociologues m'a fait énormément évoluer dans la prise en charge des patients. Parce qu'avant, on était un peu bête et discipliné. Chirurgien, vous savez, on n'a pas beaucoup de neurones, donc c'est opéré, il faut opérer. Et
il a fallu montrer. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais un patient qui avait une indication de laryngectomie totale. Et j'ai des vidéos, je montre, mais c'est vrai que parfois on montre les meilleurs patients qui ont une meilleure voix. Et là, il se trouvait qu'il y avait un autre un patient que j'avais opéré qui était dans la consultation. Je lui ai demandé, est-ce que vous permettez que je vous présente? Et donc, j'ai emmené le patient laryngectomisé avec le futur. Et là, j'ai assisté à une scène où j'ai vu le patient qui devait se faire opérer se liquéfier, devenir blanc. Il n'a rien dit. J'ai remercié le patient laryngectomisé, et puis il m'a dit « Jamais. Vous savez ce que vous venez de me montrer? Jamais. » J'ai respecté. Bon, on lui a fait une radiothérapie avec une qualité de vie différente, une survie différente, mais c'était son choix. Je pense que ce qui est important, mais pas que pour la cancérologie, mais d'une manière générale, on n'est plus dans le système des années 50 avec Parson, où le paternalisme, le médecin décidait et puis le patient exécutait. Il y a eu depuis le phénomène du sida avec l'interactionnisme, Guillaume en a parlé tout à l'heure, avec Anselm Strauss, il y a une interaction. Maintenant, on se doit de discuter avec les gens. Il faut faire aussi attention maintenant, aussi, je trouve, au balancier. Parce qu'on est parti d'un moment donné où les médecins savaient décider, on discute. Il faut faire attention à ce que le patient ne décide pas pour vous. Parce que quand il vient vous voir, bien souvent, il a consulté docteur Internet, il va vous dire ce qu'il faut faire. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais d'une manière générale, les laisser, ne pas imposer. Je pense que la plupart des médecins maintenant réagissent comme ça. Emmanuel, en complément à ta réponse, on peut peut-être ajouter, pour ceux que ça intéresse, qu'il y a une excellente thèse que nous avons accompagnée tous les deux de Pierre Mouret, qui est un de nos collègues ORL de la région Lorraine, puisque la réflexion que tu fais s'accompagne aussi de nouveaux outils. C'est-à-dire que ce qui a évolué aussi dans les dernières années, moi du point de vue extérieur, c'est la façon dont on informe. C'est l'information orale, finalement, ne pourra jamais refléter la réalité, et je mets le mot entre guillemets, de la violence du geste que vous réalisez. Et le collègue dont on parle a testé dans sa thèse les outils vidéo et l'impact de l'imagerie sur la décision du patient. Et enfin, je me permets de donner ça comme élément complémentaire parce que ça montre que du coup, le discours médical s'efface derrière une forme de réalité. Alors ça ne veut pas dire que cette réalité doit être prise telle qu'elle est à brûle pour point, mais en tout cas, c'est un complément, me semble-t-il, indispensable dans votre pratique. C'est-à-dire que du paternalisme dialogique, vous êtes passé à une iconographie qui est peut-être plus dans l'aide à la décision du patient, me semble-t-il. Jean-Marc. Moi, je voulais répondre à la deuxième partie de votre question. Parce qu'effectivement, ça change complètement les relations entre patients, dès l'instant où vous avez suivi de l'éducation thérapeutique. Et ça crée des liens très forts entre les patients en général. Et qui échangent après, longtemps après, sur l'éducation qu'ils ont reçue et sur la façon dont ils se prennent en charge. En fait, entre eux, ils deviennent acteurs de leur santé. Ensemble. Et on le fait rarement tout seul, on le fait toujours ensemble. Quant à ce que j'ai dit tout à l'heure, où je demande que tous les patients soient atteints de maladies chroniques reçoivent l'éducation thérapeutique, évidemment, c'est une boutade. Évidemment que je sais qu'on ne peut pas le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'incite les soignants à proposer l'éducation thérapeutique aux patients. Et je pense qu'on ne le fait pas assez aujourd'hui. Moi, j'en parle souvent avec l'URML. Nous ne le faisons pas assez aujourd'hui. Voilà, c'était dans ce sens-là. Juste après, je repasse par la salle, mais vous finissez par me connaître, je ne peux pas me taire. Mais pour compléter Jean-Marc, il faut qu'on fasse notre page publicitaire tous les deux. Quand même, notre université dans laquelle on est ici porte désormais un diplôme que nous avons construit conjointement, certains le savent, qui est devenir patient, une personne ressource, et qui répond en partie à ces questions-là. Parce qu'au bout du bout, bien sûr que l'autonomie du sujet est importante, et bien sûr qu'il faut que le soignant s'efface au profit de l'autonomie du patient. Mais l'inverse est vrai aussi. Le patient sans connaissance, ça existe aussi. Et donc, apporter aux gens les éléments de leur autonomie est important. Et pour répondre complètement à la question, ceux qui ont suivi la journée qu'on avait organisée sur les maladies rares ont montré comment, dans le domaine des maladies rares, là où les médecins sont un peu perdus en termes de référence de prise en charge, ce sont les patients qui apportent leur expertise et leur savoir-faire aux autres patients. Là, c'est très, très net. Voilà, et donc dans le diplôme qu'on essaie de porter avec Jean-Marc, on essaie d'avoir cette vision intégratrice de toutes ces facettes. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Juste un petit point complémentaire. C'est vrai que je pense qu'il faut prendre en compte aussi la question de la temporalité. Emmanuel parlait du livre de Marie Ménoré sur les temps du cancer, mais l'éducation thérapeutique, elle n'est pas toujours appropriée à tous les moments de la prise en charge. Alors parfois, souvent, ce qu'on propose, pour que les patients puissent sortir dans de bonnes conditions, on leur propose
d'apprendre à réaliser des actes qui relèvent du soin technique, hein, mais il y a des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément prêts au bout de quelques jours ou une semaine. Et c'est pour ça que c'est important, même s'il y a un refus aussi, parfois c'est de reproposer plus tard, hein, ou des ateliers qui sont plus appropriés à plusieurs mois de l'opération que sur le coup. On ne va pas parler de la réinsertion professionnelle à une semaine de l'opération, mais ce sera peut-être au bout de 6 mois, etc. Et sur la place des autres patients, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas rencontrer d'autres patients. C'est-à-dire que, voilà, il y en a qui souhaitent, mais il y en a aussi qui refusent. Et donc il faut aussi accepter ça. Comme ils peuvent refuser l'éducation thérapeutique, ils peuvent refuser... parce que c'est violent aussi, hein, de voir un autre patient opéré, même s'il va bien, même s'il s'en est bien sorti, etc. Il y a une forme de refus ou de déni peut-être de voir l'avenir ou de se préparer qu'il faut respecter, et en respectant peut-être la temporalité où il y aura peut-être un accord plus tard. Juste une remarque sur la temporalité. Moi, je pense que c'est un des problèmes de ces programmes qui imposent une temporalité. Tout à l'heure, monsieur, vous avez commencé en disant je n'étais pas tombé dans le déni, mais je n'étais pas loin. Moi, je ne sais pas ce que c'est être pas loin du déni. Et après, vous dites qu'à un moment, ça a pris sens. Vous rattachez ça à l'éducation thérapeutique, mais je pense qu'il y a une problématique de cette temporalité qui fait que ça prend sens de se prendre en main, d'accepter la maladie, de pouvoir suivre des conseils. Alors, la temporalité, quand on est dans le cadre du cancer, c'est un autre problème, quoi. On exige pour le patient, pour sa survie, qu'il ait une temporalité particulière, mais je pense qu'il y a cette question-là qui est complexe, et le programme impose de fait une temporalité d'acceptation, de rentrer dans les clous. Donc c'est pour ça que la temporalité de l'acceptation, je pense qu'elle est aussi plus complexe que celle d'un programme. Bonjour. Merci à tous pour vos interventions. C'est pas pour être un faillot, c'était vraiment chouette. Je vais me situer un peu du côté d'Arnaud Mimouni et de Béatrice Levaltier. Vous disiez des choses qui ont un peu résonné, et puis qui, alors je ne veux pas créer de tension, mais qui, à mon avis, étaient parfois un petit peu en tension, pour le coup, avec les orateurs à côté de vous, avec cette idée, justement, d'un côté, j'avais l'impression d'une défense d'une temporalité qui est un peu choisie par la personne, de peut-être pas lui imposer aussi une responsabilité de devoir se prendre en main ou je ne sais quoi, avec le fait de laisser la créativité des soignants, et puis aussi surtout peut-être de pas trop protocoliser les choses. Puis d'un autre côté, on voit des programmes qui sont assez lisses et assez étape par étape, alors effectivement avec des temporalités incompressibles de l'opération, etc. Nanana. Puis des propositions je sais que c'est une boutade, mais que ce soit obligatoire. Et surtout avec ces petits mots qui reviennent à chaque fois et qui sont un petit peu... Enfin, qui moi en tout cas m'agacent, avec ces projets de vie par exemple. C'est formidable comme l'éducation thérapeutique. Vivre, ça suffit plus, il faut des projets de vie. Moi, on m'a jamais demandé d'avoir un projet de vie. Il faut qu'on commence à être malade pour qu'on nous impose. Et du coup, ce truc de l'autonomie, je trouve ça formidable. Tu es autonome, mais il faut quand même que tu aies un projet de vie, des choses comme ça. En plus, il est évalué. Et donc, je me demande à un moment donné, justement, où est-ce qu'on peut essayer de trouver un équilibre ou alors un déséquilibre sur le fait que non, stop, on arrête avec cette protocolisation d'un truc qui ne devrait pas l'être, et où on laisse un petit peu de la place pour ne pas avoir de projet de vie, pour ne pas être autonome et pour ne pas être observant et tout ça, et qu'on le respecte et qu'on l'accompagne aussi. Voilà. Je vais répondre, puis après il y aura Arnaud là-bas. Peut-être c'est complémentaire ta question. Bon, alors on va peut-être prendre les deux questions en même temps. Comme je dis toujours, il n'y en a qu'un qui fait du sport ici, c'est pour ça qu'il est aussi gros. Voilà. Merci, oui, ça peut être complémentaire, et puis aussi préparer peut-être l'intervention de Bernard Hennuyer, en relation aussi avec ce qui a été dit. En fait, je pense de la nécessité effectivement à resituer tout ce qui se dit là dans un cadre social, historique particulier, qui, en l'espèce, ne concerne pas que le domaine de la santé. On voit bien, donc moi, sociologue dans le monde du travail social, comment la notion de pouvoir d'agir, l'empowerment, on doit co-construire, il y a une sorte de on est dans une société de la capitalisation des compétences, déclinée en badge, etc. Donc on voit bien que c'est une logique générale aussi qui est interrogée, et pour le coup, qu'on doit véritablement interroger pour trouver ce qui serait quelque chose de l'ordre d'une redéfinition de l'éducation thérapeutique, parce qu'on voit bien qu'on peut l'entendre, cette éducation thérapeutique, de mille et une manières. Hein. Mais il y a vraiment, et c'est en relation avec ce qui vient d'être dit, nécessité à resituer ça dans cette espèce d'injonction aussi à l'autonomie,
Vous voyez bien comment ça se passe pour les demandeurs d'emploi. On appelle ça les personnes concernées maintenant aussi dans le monde du travail social. Et les demandeurs d'emploi, ils ont même intérêt à être concernés, sans quoi on va leur sucrer leurs allocations. Donc il y a un vrai danger aussi par ailleurs, en dépit du côté de la dimension très salvatrice que l'éducation thérapeutique en l'espèce peut avoir. Et dernière proposition, ça a été dit d'ailleurs, une sorte d'équilibre à trouver. Et moi, alors j'en rajouterai un peu dans les bouquins, la convivialité, Ivan Illich, et ce qu'il propose, des équilibres dans toute société entre système autonome et système hétéronome, avec un juste dosage à trouver dans nos sociétés. Voilà. Juste une remarque sur ce que tu disais. Moi, je pense, pour reprendre aussi des propos qu'a dit Béatrice, quand quelqu'un parle de la communication thérapeutique, l'art-thérapie, le TP qui est centré sur la relation de soins et non sur le patient. Moi, il me semble que c'est ça qui peut me gêner dans la façon dont sont présentées certaines choses sur l'éducation thérapeutique. Je pense que l'éducation thérapeutique, elle est avant tout pour aider les professionnels à parler et à être dans la relation quand on est mis dans des difficultés. Mais pourquoi on est mis dans des difficultés ? Parce qu'on est face à des personnes souffrantes, des personnes qui sont dans ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de précarité subjective. Donc forcément, réfléchir à comment on peut être bon en tant que soignant, si on pense que c'est passé par l'éducation thérapeutique, c'est forcément réfléchir à comment aider le patient. Mais je trouve que l'éducation thérapeutique, telle que pensée comme cela, risque de fermer, de simplifier la question de la relation. Et effectivement, parler de la mort, parler de la sexualité, c'est des choses qui sont compliquées et qui peuvent pas se faire par tout le monde, n'importe quand et avec n'importe qui. Je pense qu'il faut quelque chose, une réflexion aussi sur cette complexité, et que moi c'est ça qui me je vais pas dire qui m'inquiète, mais qui me pose question, en tout cas, tel que la confrontation que j'ai eue à ce qui est construit comme ce qui est dit éducation thérapeutique, et non pas art-thérapie. Ça me révulse que quelqu'un utilise des termes comme ça, d'art-thérapie ou de communication thérapeutique ou de je sais plus quoi, de relation centrée sur la relation de soins. Oui, mais il faut penser à ça bien avant. La relation de soins, c'est quelque chose qui est la base, je pense. Enfin voilà, c'était une réaction par rapport à ce que tu dis. Moi, je ne suis pas forcément fan du projet de vie. C'est-à-dire que c'est une discussion, c'est un tableau qui a été fait en collaboration avec de multiples partenaires, et donc il faut respecter. Mais c'est-à-dire que cet item-là qui ne soit pas rempli, moi-même, je pense que je ne le remplirai pas. Donc il y a un masque général, et libre à chacun de répondre et de ne pas répondre. Effectivement, quand vous venez d'être opéré, vous n'avez plus de larynx, vous êtes à quelques mois à la fin du traitement, c'est vrai que c'est quand même difficile de poser un projet de vie, mais c'est quelque chose qui peut se poser pour certains à distance, à 1 an. Donc, on l'a laissé, mais j'en ferai part de votre réflexion, peut-être qu'on décidera de l'enlever. Merci. Moi, je répondrais juste que on cherche à ce que nos patients aient la vie bonne, quoi. Tout, sans projet forcément particulier écrit sur le papier. Enfin, la vie bonne pour l'autre. Oui, juste un petit mot là, parce qu'on parle de l'injonction comme si l'éducation thérapeutique était une intrusion insoutenable. Quand je parle en tant que médecin retraité, mais ayant pas mal travaillé en cancérologie et en diabétologie également, quand on compare un médicament B ancien à un médicament A qui est nouveau et qui est supposé être meilleur, on fait un essai thérapeutique et on démontre que le médicament A vraiment est meilleur. Ça a été fait pour la relation empathique avec les patients. Une relation d'empathie favorise l'adhésion au traitement et améliore le pronostic des gens. Il en est de même pour l'éducation thérapeutique. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous dites, monsieur, c'est qu'il faut absolument proposer l'éducation thérapeutique comme un moyen thérapeutique, il porte son nom, afin d'améliorer et sa qualité de vie
et sa survie. Et ça, à mon avis, comme le montre très bien Béatrice dans son exposé, c'est une dimension hautement éthique. Alors, oui, juste un élément de réponse. C'est vrai qu'un des problèmes justement de l'éducation thérapeutique, c'est qu'elle n'a pas forcément donné lieu à des formes d'évaluation de la même façon qu'on évalue des médicaments. Et c'est peut-être une de ses faiblesses justement, c'est qu'on part du principe que c'est bien, et bon, il y a des évaluations demandées par l'ARS, etc., mais il n'y a pas d'évaluation au sens où on l'entend pour les médicaments scientifiques, et c'est peut-être justement ce qu'on a voulu faire avec Emmanuel sur le projet Pétale, c'est de faire une évaluation au niveau national, randomisée par centre, de l'évaluation de l'éducation thérapeutique entre des patients qui avaient reçu et d'autres qui n'avaient pas reçu, pour voir s'il y a un vrai bénéfice, en tout cas, je dirais, qui soit évaluable en fonction des critères d'évaluation scientifique de ce type d'intervention, quoi. Et je pense que ça renforcera justement... Comment ? Ouais. Celui-ci est en cours. C'est-à-dire qu'on va déployer notre programme d'éducation thérapeutique dans différents centres. Pardon. On va déployer le programme des thérapeutiques dans différents centres en laissant à chaque centre la possibilité de créer ses propres ateliers. Il est impossible de vouloir l'imposer. Et on va effectivement essayer de démontrer que des patients qui ont eu une laryngectomie totale sans éducation thérapeutique ont une qualité de vie moins bonne. Ça, c'est évident, j'enfonce une porte ouverte. Mais encore faut-il le prouver. Et on va le faire aussi comparaison intercentre. Donc c'est un programme qui sera évalué à partir de 2020. Oui, moi, c'est un peu en forme de conclusion de ma part, mais déjà, il y a eu une remarque tout à l'heure de fait par rapport à l'Agence régionale de santé et aux fonds qui ne sont pas suffisants. Je peux vous garantir une chose, c'est qu'il y a des sommes considérables qui ne sont pas allouées pour l'instant et qui sont dévolues à l'éducation thérapeutique. Et je sais de quoi je parle. Et on parle en millions d'euros. Ça, c'est le premier point. Moi, en tant que patient qui est suivi donc, de l'éducation thérapeutique, il y a 3 points extrêmement positifs. Les 2 premiers sont à égalité. Le premier, c'est que d'abord, ça a rassuré mon entourage et ma famille. Ça, c'est essentiel. Le deuxième, c'est que je suis devenu acteur de ma santé. Et le troisième, c'est que ça a changé ma relation avec mes soignants. Et une relation qui est devenue complètement différente. Et aujourd'hui, c'est moi qui décide pour ma santé. Mais en relation avec les soignants, évidemment. Parce que seul, je ne suis pas capable de le faire. Oui, Claude. Par expérience, le projet de programme thérapeutique ne peut être construit et organisé que avec le concours des patients. Si les patients n'y participent pas, je ne vois pas le résultat positif d'un projet thérapeutique. Je crois qu'il faut faire avec les patients et non pas pour les patients. Et si on part sur ce travers, on est sûr que ça ne marchera pas, par expérience. Et parce que nous, patients, nous avons l'expérience de la maladie. Vous, médecin, vous ne l'avez pas. Et heureusement, on ne demande pas à un médecin cancérologue d'avoir un cancer, on ne demande pas à tout autre médecin d'avoir la maladie. Vous, vous avez le savoir, nous, on a l'expérience. Et je crois que c'est en tricotant à la fois le savoir et l'expérience qu'on arrive à la connaissance. Et c'est en intégrant ces représentants, ces usagers, ces patients, et Jean-Marc, là-dessus, il travaille encore pour intégrer ces patients, et c'est pas gagné encore. Et si tout ça, ce n'est pas respecté, on arrive à des absurdités, comme moi j'ai pu voir, en tant que patient Marfan, mon centre de référence, c'est Bichat, et on propose à Bichat d'aller faire de l'éducation thérapeutique. Non mais imaginez faire le train Caen-Paris, la ligne 13 du métro, pour ceux qui connaissent ce que c'est que la ligne 13 du métro, arriver à Bichat, tout ça pour 2h30 d'éducation thérapeutique et revenir à Caen. Ah vraiment, on a envie de la faire, l'éducation thérapeutique. Je crois qu'on aurait mis seulement un patient là-dedans, il aurait dit, attendez, on marche sur la tête. Et ben, c'est des choses comme ça, mais complètement basiques, et qui fait qu'on va à l'échec. Et je crois que dans l'éducation thérapeutique, il y a des gens qui ont un rôle
importants, qui ne sont pas les centres de référence, mais qui sont les centres de compétences. Et c'est à eux de faire de l'éducation thérapeutique, et non pas les centres de compétences qui veulent faire les centres de référence. Et là, il y a comment dirais-je, un cafouillage, si je peux dire, et qui ne peut pas aller. Je suis désolé, je me suis mal exprimé, mais ce programme d'éducation thérapeutique, il a été élaboré avec des patients laryngectomisés, et non seulement des patients, mais des aidants, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place des conjoints. Donc on a vraiment fait comme vous nous avez dit. Non, mais je pense que ce n'était pas le tien qui était en question, mais ce que connaissant Claude François, c'est qu'il voulait absolument faire la liaison entre la table ronde de cet après-midi et celle de ce matin. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça a du sens, il faut que ce soit accessible et que ce soit en proximité. Juste un petit mot sur les mots, là, parce que j'aime bien Arnaud. On a dit qu'il n'aime pas communication thérapeutique, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le mot qu'on met dessus, c'est le fait qu'on s'interroge sur les mots. Et on voit bien que si tout le monde s'interroge sur les mots, c'est parce que le mot éducation a un côté dirigiste, anciennement paternaliste, c'est-à-dire unidirectionnel. Le mot communication, peut-être qu'il aimait. Moi, j'ai adoré l'exposé de Béatrice. Je la remercie parce qu'elle nous fait réfléchir au fait que derrière le sens des mots, on met du sens aux choses. Et donc, effectivement, si on trouve demain le bon mot de partage, il y a ceux qui ont parlé de co-construction, enfin voilà, plein de mots qui tournent dans la littérature. C'est un bien des enjeux de la réflexion éthique, c'est qui fait qui, avec quel savoir et quel partage. Enfin, j'essaie de tenter une synthèse. Mais c'est quand même très très important de se dire qu'aujourd'hui on s'interroge sur cet aspect-là pour refuser l'unidirectionnalité des savoirs. Enfin, j'ai envie de le dire comme ça. Deuxième petit point que vous n'avez pas débattu, mais on fera une autre table ronde. Personne d'entre vous n'a posé la question. Je pensais qu'Emmanuel Jean Desmangal allait le faire, mais ce n'est pas vers ça qu'il nous a entraînés, sur la dimension collective de l'éducation thérapeutique dans son côté économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on montre que c'est bénéfique, parce que derrière l'éducation thérapeutique, je prends ce mot-là parce qu'on n'a pas encore défini d'autres aujourd'hui, il y a la question de la compliance, de l'observance, dont on sait qu'elle a un coût économique. Et vous avez tous posé des jalons éthiques en disant « jamais on ne voudra qu'il y ait de contraintes économiques, jamais il y aura d'obligations pour le patient, jamais il y aura de retour de bâton avec du bonus-malus en termes de protection sociale ». Mais on sait quand même, je pense qu'il faut le dire pour ouvrir, voilà, pour retourner chez vous avec des débats, que ce jamais, il est posé par ceux qui font de l'éthique comme nous dans une configuration, voilà, on va dire, universelle de la santé telle qu'on la pense aujourd'hui en France. Il n'est pas sûr que demain, il n'y ait pas un débat sur les droits et les devoirs. Au titre des maladies onéreuses, des thérapeutiques onéreuses, la question de la compliance de l'observance passant donc par l'éducation a une dimension économique majeure. Je tairai les références biographiques que je pourrais vous donner. Toutes les études montrent que les patients qui sont plus adhérents, mieux adhérents, donc mieux formés aux soins, coûtent moins cher à long terme à la société aussi. Hein, voilà, c'est une manière d'être un peu provocateur dans le débat. Il ne faut pas l'oublier, ce débat-là. Donc oui, on pourra laisser la liberté aux gens, mais j'ai envie de dire jusqu'où et jusqu'à quel moment. Vous savez que dans les associations de patients, Jean-Marc va me sauter dessus, plutôt aussi, mais c'est pour faire le débat que je le fais. Vous savez que quand on est face à les associations, quand on parle de droits et de devoirs, c'est compliqué. Et quand on parle d'obligations à faire, c'est compliqué. Mais c'est quand même un élément du débat éthique néanmoins. Est-ce qu'on passe, Guillaume, tu fais une micro-synthèse aussi, ou est-ce qu'on passe la parole à Bernard pour qu'il nous fasse ce petit point vous savez, c'est une nouvelle leitmotiv de la journée. Là, oui. Donc nous avons le droit il y avait la minute de Monsieur Cyclopède, pour ceux qui l'ont connu historiquement, et bien maintenant il y aura les 5 minutes de Bernard Ennuyé. Donc, J'en ai pour 5 minutes. Moi j'ai beaucoup aimé, Depuis ce matin, j'aime beaucoup les tables rondes, comme ça met la pression sur les derniers, là. Il faut qu'ils soient aussi bons que les précédents, voilà. J'ai beaucoup aimé parce que tout y est. On ne peut pas sortir... nous, cette année, dans notre labo, on a choisi comme thème le paradoxe. Tous les mots qu'on a utilisés depuis ce matin, fondamentalement, sont paradoxaux. L'autonomie s'y prête particulièrement. L'autonomie, effectivement, vous avez des bouquins entiers, je ne peux pas vous les citer parce que là, c'est toute une bibliothèque. Je pense à Sandra Laugier, qui est une philosophe, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que l'autonomie ?» où vous avez 30 auteurs qui chacun définissent leur autonomie. On n'est pas tiré d'affaire. Bien sûr, l'autonomie de Kant, elle est datée historiquement. Je rappelle que l'autonomie de Kant, elle succède à la royauté et au roi et à la religion. Et l'autonomie de Kant, c'est le groupe humain n'a pas besoin d'une intervention extérieure pour décider de sa conduite. L'autonomie de Kant s'oppose fondamentalement à l'hétéronomie. Nos chers gériatres, avec qui je me dispute souvent, ils ont transformé le contraire de l'autonomie en perte d'autonomie, ce qui est un contresens fabuleux. Fabuleux, puisque sur autonomie des médecins, on est sur indépendance fonctionnelle. Et on mélange en plus autonomie fonctionnelle et autonomie décisionnelle. Voilà.
Ça, c'est les petites gentillesses, comme moi j'ai fait mon habilitation là-dessus. Donc, vous avez bien situé, je pense, j'ai beaucoup aimé tes citations, Béatrice, mais je pense à Morin, Edgar Morin, notre vieux sociologue, qui dit « Notre autonomie est faite de nos dépendances. Débrouillez-vous avec ça. Aujourd'hui, n'importe qui t'oppose la dépendance à l'autonomie. Nos dépendances, et quand j'écoutais Arnaud, je pensais à Robert Castel, dernier article de Robert Castel, bien sûr, hein, on se fait des clins d'œil entre sociologues, la promotion ambiguë de l'individu dans un petit bouquin qui s'appelle Refaire société, Rosan Vallon, hein, le dernier article de Robert Castel qui est mort il y a quelques années, la promotion ambiguë de l'individu, et pour revenir à ce que dit Grégoire, c'est le néolibéralisme, camarade, hein, pour être gentil. Hein, voilà, c'est démerde-toi tout seul parce que tu coûteras moins cher à la société. Hein. Si tu ne trouves pas un boulot, c'est que vraiment tu es le dernier des cons. Hein. Tu n'as qu'à traverser la rue. Ok, vous connaissez, voilà. Hein. Donc, je trouve très intéressant, vous avez repris tout ça. Je pense aussi à Alain Ehrenberg. Moi, j'aime beaucoup le titre d'Alain Ehrenberg, c'est un sociologue de Descartes, La fatigue d'être soi. Aujourd'hui, comme dit Ehrenberg, on te demande de prendre des décisions que tu ne peux pas prendre tout seul. Et donc, comme dit Ehrenberg, tu as deux choix. Ou bien tu déprimes à mort, ou bien tu te shootes à mort. Si tu t'appelles coureur cycliste, si tu ne te shootes pas à mort, eh ben, tu abandonnes la carrière cycliste. Hein, puisque vous savez comme moi que les cyclistes sont d'autant plus chargés qu'ils roulent à l'eau claire. Vous le savez comme moi. Vous avez qu'à... Moi, j'étais ancien coureur cycliste. Hein, voilà. Vous avez qu'à regarder. Si vous avez regardé Liège-Bastogne-Liège, vous avez vu un peu. Je sais que les vélos roulent tout seuls maintenant. Donc l'autonomie, je pense qu'on pourrait repasser beaucoup de choses là-dessus. Et chacun doit, et à mon avis, les gens ne le font pas assez, doit, ce que tu disais tout à l'heure, redéfinir avec extrêmement de précision comment lui entend définir l'autonomie dans son champ précis. Et ça, la plupart des gens ne le font pas. Et encore une fois, mes copains gériatres, qui ne sont pas toujours mes copains, quand ils me parlent des gens perte d'autonomie, je leur dis, mais de qui tu parles ? C'est quoi la perte d'autonomie ? Voilà. Et ça, c'est des mots valises. On sait, les vieux sont en perte d'autonomie. Et merde. Et on nous prépare une loi autonomie. D'accord, bon. Sans doute pire que celle de 2015. Voilà. Sans fric, hein, au passage. Parce qu'il n'y a pas un copec là-dessus. Donc voilà, je vais arrêter sur l'autonomie. Vous avez kyrielle de bouquins. Sur la question de l'éducation thérapeutique, moi, j'ai fait mes armes dans mon labo parce que j'ai eu 2 fois de suite une étudiante en Master 2, qui est maintenant doctorante, sur la question du patient expert. En se demandant si le tiret entre patient et expert ne devait pas être remplacé par une barre d'opposition. Bonne question. Voilà. Elle a fait son M2 là-dessus, Safia. Elle a fait un deuxième M2 à Paris 6, puisqu'aujourd'hui c'est Catherine Tourette-Turgis qui est la championne à Paris 6. Elle a même, ça m'interroge, elle a même créé un diplôme il y a un diplôme pour que les gens viennent se faire reconnaître par l'université comme patient expert. Ça veut dire qu'en France, si tu n'es pas sacralisé par l'université, tu es un con. Voilà, ça c'est caractéristique de la France. Je m'interroge. Et donc Safia, elle est en cours de thèse, hein, avec ma patronne qui est directrice de thèse, Marie-France Mamzer, grande néphrologue de Necker. Je suis co-directeur, parce que vous savez, quand vous êtes vieux, vous ne pouvez plus diriger des thèses. Vous êtes trop vieux, vous êtes trop stupide, donc vous ne pouvez être qu'à la limite co-directeur. Je dis ça sous forme de boutade, mais alors les barrières d'âge en France, c'est quelque chose d'épouvantable. Essayez de vous faire payer à plus de 70 ans par l'université. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Au passage, petit coup de patte là-dessus. Donc, je trouve très intéressant cette notion de patient expert. On a entendu parler ce matin du patient remarquable. Moi, en mathématiques, je n'avais appris que les identités remarquables, mais il y a des patients remarquables. Leur identité est sans doute remarquable. Voilà. Je trouve intéressant et en même temps, je voudrais vraiment qu'on travaille là-dessus. Ce que tu disais tout à l'heure, ça sort d'où ? Comme tu dis, quelles sont les indications qui ont promu cette question du patient expert ? Avec ce que tu disais, toute la mode américaine des groupes de patients qui échangent sur Internet et où les médecins te disent « je suis confronté à des gens qui ont lu 10 fois plus de choses que moi sur leur maladie ». Et on en discute dans le labo, ça c'est pour le problème des médecins. Ça change votre travail dans la mesure où vous voyez arriver en consultation des gens qui ont lu tout ce qu'ils ont pu trouver de meilleur et de pire sur Internet. Et les médecins disent, mais je fais comment pour répondre à ces gens-là, avec effectivement l'auto-organisation des groupes de patients. Moi, je suis très intéressé qu'il y ait des thésards, des doctorants aujourd'hui qui approfondissent cette question de l'historicité, comment une notion naît,
à quels intérêts sert-elle? Quels intérêts sert-il? Est-ce que c'est l'intérêt des patients ou est-ce que c'est d'autres intérêts? Sachant qu'encore une fois, vous voyez, on est dans une grande complexité. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure en haut, il m'est revenu tout à l'heure une phrase d'un directeur de labo de particules nucléaires, là vous savez que c'est mon dada, qui disait il y a quelques années, est-ce que plutôt de continuer à... Parce que tu parlais de l'humanisme et du modernisme. Moi, je tique sur modernisme. Nous n'avons jamais été modernes. Hein. Voilà, ça, c'est le titre d'un bouquin, comment il s'appelle, Latour. Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour s'arrêter disait Lévy Leblond, arrêter de chercher l'inconnu et de chercher dans le supposé connu, de chercher le méconnu dans le supposé connu. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'interroge. Est-ce que dans ce que nous croyons connaître, ça, c'est là, c'est l'épistémo, hein? Comment tu connais ce que tu connais. Ce qui me permet d'ailleurs de revenir ce matin sur quelque chose que j'ai oublié, sur l'importance qui a été donnée par le premier intervenant des représentations sociales, Denis Jodelet, ce qu'on connaît, d'où le connaît-on, comment le connaît-on. Ça, c'est l'épistémo. Si nous ne revisitons pas en permanence ce que nous croyons savoir, à l'aune des différences. Hein. Au moment de Newton, on n'avait pas la mécanique einsteinienne. Einstein a été obligé de revoir tout ce qui s'était passé. Le progrès, si modernité il y a, il oblige en permanence à revoir les connaissances, d'où connaît-on, comment-on, et sur des choses qu'on ne connaît pas, à qui peut-on se fier pour avoir une bonne idée de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une interrogation de Dominique Schnapper, que j'aime beaucoup, qui est la fille de Raymond Aron, sur les choses extrêmement compliquées aujourd'hui que nous disent les spécialistes. À qui peut-on se fier sur quelque chose que on revient au débat démocratique. Comment le citoyen peut prendre part à un débat? À qui peut-il se fier pour avoir une opinion fiable sur des choses auxquelles il ne comprend pas grand-chose? Ce qui est notre cas à tous. Je vous invite à lire cet article que vous retrouverez sur Internet sur des choses que nous ne savons pas. À qui peut-on se fier? Dominique Schnapper, sociologue, bien sûr. Merci Bernard. On pourrait citer en guise de conclusion intermédiaire Rabelais qui disait qu'il ne faut absolument ne pas connaître pour espérer un jour connaître. Voilà. Mais perd quand même du fondement des universités. Et au petit passage, ça fait ma 3e page de pub depuis la matinée, mais autrement je ne serai pas dans mon rôle. Je vous rappelle que l'espace régional de réflexion éthique porte un master de recherche en éthique et dont les questions qui ont été soulevées là, dans ces différentes tables rondes pourraient faire tout à fait l'objet de programmes de recherche sur le versant éthique des questions qui ont été soulevées.